il reste à nous demander quand même, parce que c'est le lien de tout ça, si vous voulez, j'ai parlé de moralité, j'ai dit ça, mais le lien de tout ça avec le bonheur, au fond, finalement. Et en fait, c'est vrai qu'on peut s'interroger et on peut se demander, après tout, qu'est-ce que ça change tant que ça, dans le vécu du couple, de pratiquer, de vivre sa sexualité en utilisant des méthodes contraceptives ou de vivre sa sexualité en s'appuyant sur les dispositions naturelles. Parce que finalement, dans l'union conjugale, c'est pas parce qu'on utilise des moyens contraceptifs qu'on n'est pas capable de tendresse, de gentillesse, d'affection réciproque. Euh, Ce n'est pas parce qu'on utilise ces moyens contraceptifs qu'il n'y a pas une union réelle et que par conséquent on ne peut pas atteindre les plaisirs qui sont liés à cette union. Voilà, donc on peut se demander après tout, bah, au bout du compte, qu'est-ce que ça change quoi. C'est pas sûr. Dans le concret de la pratique, finalement, tout ça, ça change quoi. Bon. D'autre part, comme j'avais commencé à le dire tout à l'heure, c'est pas parce que on enracinerait sa pratique de la sexualité dans le respect de l'ouverture à la vie et du rythme naturel, des dispositions naturelles, qu'on ne rencontre plus de difficultés dans l'acte conjugal. Ça n'est pas une garantie au fait que cet acte va être vraiment chaste. Et là, je définis la chasteté parce qu'il y a une chasteté conjugale qui est de poser les gestes qui permettent la plénitude du don. C'est ça la chasteté conjugale. La chasteté conjugale, c'est pas de s'abstenir simplement. Vous voyez, c'est pas ça. C'est pas la chasteté du prêtre, du religieux ou de la religieuse. Mais il y a une réelle chasteté conjugale qui est justement, au fond, d'être capable d'être vraiment libre dans son désir pour poser les gestes réciproquement l'un vis-à-vis de l'autre qui permettent, prenant en charge son propre désir, le désir de son épouse et réciproquement, ça permet d'atteindre la plénitude du don. Et c'est ça la chasteté. Bon. Alors, c'est pas parce qu'on enracine sa vie conjugale dans les dispositions naturelles, celles que défend l'Église, que nécessairement, tout d'un coup, on est chaste hein, et qu'il n'y a plus de problème. Hein, vous voyez pas du tout. Voilà. Donc, évidemment, on peut se demander, bah alors, qu'est-ce que ça change en fait. Voilà. Il y a quelque chose qui change. Et de fait, Jean-Paul II, qui savait bien ce qui se passait quand même, euh, nous dit la petite chose suivante, à condition que je retrouve ce qui vous dit. Bon, je n'ai pas la citation exacte, je l'ai là, mais je ne mets pas les yeux dessus. Ce qui nous dit, en fait, très précisément dans sa théologie du corps, il dit qu'effectivement, les couples qui s'unissent en utilisant des moyens de contraception connaissent une union véritable. Et donc Jean-Paul II emploie les mots de union véritable. Et j'ai Jean-Paul II, quand il emploie les noms de union corporelle véritable. Il faut quand même que je sois précis sur les mots, parce que sinon je vais trahir sa propre pensée. Donc quand il emploie ces mots-là, il leur donne un sens très précis. Donc ils ont un sens. Qu'est-ce que ça veut dire que un couple a une union corporelle véritable? Ça veut dire qu'effectivement, tout ce qui est engagé sur le plan physique, psychologique ou autre se retrouve dans l'acte conjugal, même lorsqu'il y a euh, des, des, moyens contraceptifs qui sont en jeu. Effectivement, il peut y avoir une véritable tendresse. Effectivement, le couple peut tout à fait atteindre un certain orgasme, c'est tout à fait possible. Effectivement, ils peuvent être dans une certaine mutuelle affection réciproque et effectivement dans une espèce d'harmonie psychologique réelle et assez profonde. C'est tout à fait possible. Oui. Mais alors si on veut bien comprendre ce qui se joue comme différence, il faut faire une distinction entre trois choses que je vais faire maintenant
c'est la distinction entre la satisfaction, entre le plaisir et entre la joie. Il y a trois choses, il y a satisfaction, il y a plaisir et il y a joie. Et alors, qu'est-ce qui se joue dans la satisfaction ? La satisfaction, c'est une manière de combler un besoin ou un désir, et ça apporte un contentement par rapport à ce besoin et à ce désir, et de cela découle un bien-être. On se sent bien d'avoir répondu à un besoin ou à un désir. Bon. Ça dépend énormément de la réactivité du corps. C'est ce qui est très lié à la réactivité du corps. Par exemple, la faim. Voilà. Vous avez faim, vous mangez. Quand vous mangez, alors si vous vous arrangez en plus pour mettre les petits plats dans les grands, quand vous mangez, c'est très plaisant. Voyez. Et ça vous donne un état de bien-être réel. C'est de l'ordre de la satisfaction. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est de l'ordre de la satisfaction ? Ça veut dire que c'est lié à la réactivité de votre corps. Et étant lié à la réactivité de votre corps, c'est tout à fait individuel et ça ne dépasse jamais le stade de la sphère individuelle. Vous pouvez vous mettre autour d'une table comme nous l'avons fait, échanger un petit repas sympathique, etc., etc. Vous pouvez même échanger à propos de ce repas, faire des commentaires sur la nourriture et dire, mais mon Dieu, tiens, ce gâteau, qu'est-ce qu'il est bon, tiens, telle affaire, bien, oh, le petit vin, il va bien, etc., etc. Vous pouvez commenter tout ça, vous voyez, mais vous ne pouvez pas, au moment où vous avez Ernest qui est devant vous et qui est en train de mettre le morceau de gâteau au chocolat dans sa bouche, de le ruminer, de l'avaler, qui dit « c'est délicieux », vous ne pouvez que communier au commentaire, pas la satisfaction. Ça descend dans Ernest, indépendamment de ce que vous en ressentez. Il n'y a strictement aucune possibilité de dépasser la sphère individuelle et de communier aux satisfactions qui sont profondément liées à nos besoins. Alors c'est la nourriture, ça peut être vrai en partie pour la sexualité. Un homme ne sera jamais, de ce point de vue-là, il ne saura jamais ce que peut éprouver une femme. Il ne peut qu'écouter si elle parle, si elle le lui dit. Il ne peut éventuellement, lui, que le dire. Certains s'y sont risqués. On a des poètes qui ne nous ont pas écrit que des choses moches, qui nous ont écrit quelques petites choses assez jolies sur la réalité de la vie sexuelle. Alors ils peuvent en dire des choses très belles, montrer jusqu'à quel point ils ont été émus, etc. etc. Mais ce n'est pas parce que vous lisez un poète qui vous parle de façon belle et positive de cette expérience que vous communiez à la satisfaction individuelle de la personne. Ça dépend, c'est complètement lié à la réactivité de son corps. Bon, alors ça, c'est la sphère de la satisfaction. C'est la sphère de la satisfaction. Autre est la sphère du plaisir et de la joie qui peut dépasser un peu la sphère individuelle. Et notamment le plaisir dépend précisément de la satisfaction. Le plaisir, pardon, excusez-moi, je ne vais pas être clair, sinon le plaisir dépend de l'acte que l'on pose. Donc qu'est-ce que c'est que le plaisir ? Ce qu'on prend d'ailleurs souvent pour le bonheur, et qui en fait partie, mais qui n'est pas juste le bonheur. Le plaisir, c'est le vécu positif d'un acte que l'on pose. C'est la passion, si on prend les termes très rigoureux, c'est la passion, l'émotion qui découle d'un acte que l'on pose. À ce moment-là, on a du plaisir. Et alors, qu'est-ce qui fait ce plaisir ? C'est la perfection de l'acte. Plus l'acte est parfaitement posé, plus le plaisir qui en découle est grand. Alors ça, vous savez tous ça. Parce que ça, vous l'avez tous vécu, enfin moi j'espère, quand même dans un certain nombre de domaines et d'occupations. Bon, par exemple, si vous pratiquez le sport ou la musique, alors par exemple, si vous pratiquez le sport, si vous êtes un tennisman de très bon niveau, là en ce moment ça doit vous intéresser, il se passe des choses, ça doit être chouette. Si vous êtes un tennisman bien classé, si vous êtes, je sais pas, vous êtes classé 15, ça commence à descendre à 15.
Et alors là, il y a des moments donnés où vous êtes sur le cours, et vous courez sur le cours, vous allez chercher des balles, vous tapez, etc. Et il y a des moments donnés où bon, vous frimez pas trop, vous crânez pas trop, hein, mais vous balancez, et puis intérieurement, vous dites waouh, je me suis fait plaisir. Parce que les actes que vous avez posés rejaillissent en bien-être sur votre personnalité. Voyez. Alors, cette sphère du plaisir, elle est une sphère qui est liée à l'individualité, encore, mais plus tout à fait de la même manière que ce qui relève de la satisfaction. Et parce que le plaisir, l'acte que je pose, peut rayonner. Alors, je garde mon exemple. Bah, vous pouvez regarder jouer Djokovic avec plaisir. Après ça, vous pouvez essayer. C'est pas sûr que ça vous donne le même plaisir, tiens. Évidemment, vous n'allez peut-être pas faire pareil. Mais enfin bon. Alors on voit, c'est d'ailleurs amusant parce que vous voyez, au moment du Tour de France, vous voyez tout le monde remonter sur son vélo. Les petits, bien sûr, sont très excités, mais aussi les grands. Hein. On voit pas mal de gens qui remontent sur le vélo, tout ça, parce que bon. Voyez. Et alors peut-être qu'effectivement, c'est là où on voit d'ailleurs il peut y avoir un rayonnement. Bah, ça nous donne plus d'élan pour faire ce qu'on a à faire, et peut-être d'ailleurs qu'on le fait mieux, on pédale mieux, on se dit tiens, j'ai progressé un peu. C'est pareil pour le tennis, pour le foot et tout ce que vous voulez. Voyez, si la France gagne la prochaine Coupe du Monde, on va avoir je ne sais pas combien de petits qui vont s'inscrire dans les clubs de foot partout. Bon, voilà. Donc il y a un rayonnement, parce que les gens vont éprouver du plaisir, etc. Donc il peut y avoir un rayonnement de cet acte au-delà de la sphère individuelle. Mais on est dans ce que je viens de décrire, c'est quand même très lié à l'individualité. De fait, si vous prenez la raquette, vous ne jouerez pas comme Djokovic. Je suis désolé de briser votre rêve, mais ça n'arrivera pas. Et donc, vous n'aurez probablement pas le même plaisir que lui. C'est une affaire de compétence. C'est lié à une certaine compétence. Et la perfection de cette compétence nous rend heureux. Vous voyez, ça nous donne un petit quelque chose, quoi. Voilà. Alors voilà, ça c'est le point. Et puis il y a la joie. Et avec la joie, on franchit un seuil supplémentaire. Voyez. Avec la joie, plus l'acte va nous engager dans notre nature profonde, plus l'acte nous engage en tant que personne, plus il implique qu'on ait ce que j'appelle de la personnalité, c'est-à-dire que nous soyons profondément construits, que nous soyons profondément matures, que nous ayons déployé les qualités les plus profondes de notre être au cours des années, et bien à ce moment-là, plus l'acte que je pose engage tout ça, et il m'engage profondément personnellement, plus cet acte va me donner de plaisir. Et là, on entre dans une dimension qui est celle de la joie. Et particulièrement parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment à partir de la personnalité et de cette perfection que j'entre en relation avec d'autres. Que j'entre beaucoup plus profondément en relation avec d'autres. Je peux avoir des copains de tennis, mais mes copains de tennis, ce sont des copains de tennis. Et quand on se met à parler politique avec des copains de tennis, c'est tout de suite beaucoup moins drôle. On parle tennis avec les copains de tennis. Et quand on parle tennis avec les copains de tennis, bah c'est sympa de parler de tennis avec les copains de tennis. Voyez. Mais il ne faut pas parler d'autre chose avec les copains de tennis. Par contre, si je veux pouvoir parler beaucoup plus profondément de l'existence, si je veux entretenir des relations beaucoup plus significatives, et ben à ce moment-là, je vais le faire avec qui ou avec quoi? Je vais le faire avec ceux avec qui je peux vraiment communier. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'amitié, en fait, entrer dans des relations d'amitié. Voilà. Eh bien, dans ces amitiés, il en existe une qui a une nature particulière. C'est Paul VI qui l'a décrit comme ça. C'est l'amitié conjugale parce que c'est la seule dans laquelle l'être humain se donne totalement, complètement, absolument. C'est la seule qui soit de cette qualité-là. Dans toutes les autres, on peut donner sa vie à ses amis, hein. On peut même mourir pour ses amis, donc on peut aller jusqu'au don, mais il n'y aura pas cet échange particulier que représente la sexualité, et il n'y aura pas cette possibilité de se donner de cette façon-là. Et là, à ce moment-là, dans l'acte de la sexualité, lorsqu'il est vécu tel que j'ai tenté de vous le décrire ce matin et un petit peu cet après-midi, eh bien ce que connaissent les époux, c'est ni une satisfaction, c'est ni l'exercice d'une compétence, c'est la joie d'une communion. Voilà ce qu'ils connaissent. Ils connaissent la plénitude du plaisir, si vous voulez. Il y a quelque chose
de particulier, il y a quelque chose qui descend sur l'acte, il y a un rayonnement, il y a une perception, ça va pas, si vous voulez, si on faisait le scanner du cerveau de quelqu'un qui s'unit avec des moyens de contraception, un couple qui fait ça, et si on faisait le scanner de ceux qui s'unissent en respectant ce que demande l'Église, on y verrait peau de balle, on verrait rien, il n'y aurait pas de différence, vous comprenez ? On verrait les hormones s'agiter au cerveau exactement de la même manière. Bon. Donc on ne pourrait pas faire la distinction, parce que cette distinction, elle relève profondément de la personnalité, de l'engagement des personnes, et elle est de nature spirituelle. Il y a quelque chose de nature spirituelle qui se joue là-dedans. Nature spirituelle très incarnée, mais de nature spirituelle. Et ça, c'est la joie à laquelle les époux sont appelés selon le plan de Dieu tel que l'Église essaye de nous le décrire. Et je précise quand même que l'Église balbutie, qu'elle balbutie depuis 2000 ans, et que, bon, elle fait des petits progrès quand même, mais enfin elle balbutie, voilà, et que nous qui essayons de répéter ce que dit l'Église, nous balbutions 2 fois plus. Vous voyez, ça fait balbutier au carré. Donc à la fin, si vous voulez, je ne sais pas ce qui reste, mais enfin, il doit bien rester quelque chose. Tout ça pour dire qu'on essaye de comprendre les choses, mais que ce n'est pas forcément toujours très simple. Alors, voilà ce qui se joue. À ce moment-là, les époux qui s'unissent dans la contraception peuvent tout à fait connaître des plaisirs intenses liés à quelque chose qu'on pourrait appeler de l'ordre d'une compétence et de l'ordre d'une satisfaction, n'étant pas pleinement dans la vérité de l'acte qu'ils posent, il y a quelque chose qui empêche une joie plus profonde. Voilà. Je termine et je laisse la parole. J'avais dit, je vais presque respecter ce que j'avais dit, c'est pas mal. Je termine en disant que ce que j'avais un petit peu dit tout à l'heure, cet enseignement, il faut le recevoir à la lumière de ce que c'est que la morale de l'Église et à la lumière de ce à quoi le Christ nous invite. Nous sommes, si on écoute bien ce que dit l'Église en matière de sexualité, nous sommes à peu près tous pris en défaut. Ouais. À peu près tous pris en défaut. Voilà. Je dis à peu près parce que je ne doute pas qu'évidemment il y ait des saints dans l'Église. Hein. Je ne doute absolument pas qu'il y ait des saints dans l'Église. Mais c'est très très difficile. Et c'est un très long cheminement. C'est la construction d'une vie vertueuse, patiente. Vous comprenez ? C'est pour ça que c'est pas à 18 ans qu'on réussit sa vie sexuelle, tiens, par exemple. Vous voyez ? Ni d'ailleurs à 25 ans. Hein, même si quand même à 25 ans on est marié et qu'on essaye de pratiquer la vérité de l'acte conjugal, hein, on peut tout à fait commencer, c'est très bien. Ce n'est pas à 18 ans, ce n'est pas à 25 ans. Il y a une petite étude psychologique assez intéressante qui avait été faite il y a peut-être une vingtaine d'années aux États-Unis, et dans laquelle ils avaient remarqué que la maturité sexuelle de la femme, c'était 40 ans. C'était pas 25 ans, hein, c'était 40 ans. Bon. Et donc, non mais c'est assez intéressant parce qu'a priori ça n'a rien à voir avec la théologie, avec ce qu'on raconte, et pourtant on voit bien qu'à ce moment-là c'est l'affaire de toute une vie. J'ajoute aussi, en terminant, que ce n'est pas l'ouverture à la vie, ça ne veut pas dire donc que nous devrions avoir des relations sexuelles pendant le temps où cette ouverture à la vie deviendrait concrètement possible et que une fois que son épouse est ménopausée, c'est terminé, et c'est fini. Voilà. Alors pas du tout. Pas du tout, parce que c'est la disposition voulue par le Créateur qui n'empêche nullement le don des époux. C'est simplement, c'est voulu comme ça, c'est fait comme ça. Et ça n'empêche pas. Il y a encore toute une vigueur des corps et toute une tendresse et toute une vérité à se témoigner. Encore probablement pendant de longues années. Je termine par cette petite anecdote. Je ne sais pas si jamais Louis XIV est un père de l'Église, je ne crois pas. Mais enfin, Louis XIV, voilà, on rapporte ça, vous comprenez, quand il avait ses 60 ans et que Madame de Maintenon était une jeune et belle dame de 65 ans, parce qu'elle avait quand même 5 ans de plus que lui, eh bien, le bon roi Louis venait régulièrement honorer Madame de Maintenon. Voilà. Donc, on va dire qu'on est tous des rois. Hein. On est appelés en tout cas à une royauté. Voilà. Et bien, pour moi, ça va s'arrêter là. Donc, je te passe la main.
Alors maintenant, on va essayer de mettre tout ça en concret. Alors je vais changer de casquette. Je vais mettre ma casquette monitrice en... C'est bon, vous m'entendez bien? Voilà, donc je mets ma casquette monitrice en méthode naturelle. Voilà, donc on va essayer de dépasser ça, hein, ce drôle mais tristounet dessin, pour essayer de voir concrètement dans nos couples qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tout ceci se déploie et qu'on connaisse la joie maintenant ou après la ménopause, c'est pas grave. Alors, je ne vais pas vous parler d'une méthode, parce qu'une méthode c'est technique, bon voilà. On va essayer d'aller au-delà, on va parler d'un art de vivre. Parce qu'on va voir que ça déborde largement plus que une courbe, des observations et des interprétations. Alors, pour faire écho à ce que disait Florent, on va essayer de trouver une façon de vivre harmonieusement l'amour et la fécondité au cœur de notre sexualité. Parce qu'on se dit que ce que nous propose l'Église, on a un a priori positif et que ça doit être intéressant, donc ça doit être aussi possible à vivre et on va essayer de trouver des solutions. Donc en partant sur un a priori positif de ce qui nous est... Alors, on va faire un état des lieux. On aspire tous à être heureux, on parlait de bonheur là toute la matinée, dans notre vie conjugale, dans notre sexualité. On aspire tous à vivre une union conjugale heureuse, joyeuse, en respectant la totalité de notre don réciproque, c'est-à-dire tel que je suis et aussi tel que Dieu m'a créé, voilà, je suis comme ça, je me donne à mon conjoint et je l'accueille aussi entièrement comme il est, parce que c'est bien et parce que Dieu l'a fait comme ça. Et que je ne suis pas un objet pour satisfaire mon conjoint, mais je suis une personne. Et mon corps, c'est ma personne. Alors, Karol Wojtyla, avant d'être pape, écrit déjà beaucoup de choses. Goûter le plaisir sexuel sans traiter pour autant la personne comme objet de jouissance, voilà le fond du problème moral sexuel. Donc il reconnaissait déjà que ce n'était pas évident et qu'il y avait un problème. Alors, dans la fécondité, c'est une dimension de notre personne. Je vais vous parler du cycle tout à l'heure, ça fait vraiment partie de notre personne. Dans cette fécondité, ben voilà, elle va s'exprimer au cours d'un acte conjugal où on peut donner la vie. Alors, après, évidemment, tout dépend des dispositions, du moment du cycle où l'on est, dans quelle disposition naturelle on est. Mais voilà, l'enfant, il est là. L'enfant, il est présent. Et on collabore au don de Dieu, au don de la vie. Donc c'est quelque chose d'incroyablement extraordinaire. Et Dieu nous fait sacrément confiance en nous faisant cadeau de cette fécondité. Voilà, dans Humanité, la vie humaine est sacrée. Dès son origine, elle engage directement l'action créatrice de Dieu. Donc il y a nous, mais avec notre regard de foi aujourd'hui, il y a Dieu. Donc, on va essayer de ne pas manipuler à notre guise notre physiologie qui transmet la vie. Alors, un cycle féminin. 2 mots du côté des hommes. Hein. Les hommes sont fertiles tous les jours, de la puberté jusqu'à leur mort. J'aime bien dans les ateliers cyclo-chauds proposer aux filles d'aller demander à leur papa le soir
posez-lui la devinette suivante, combien de spermatozoïdes fabriques-tu par seconde? Ben, les hommes fabriquent 1000 spermatozoïdes par seconde. Donc une fois que tu as fini de poser ta question, ton papa en a fabriqué 5000 à 8000 déjà. Voilà. Donc du côté des hommes, c'est l'abondance. Voilà. Et de sa puberté jusqu'à sa mort. Chez une femme, c'est pas pareil. Il y a un cycle, et ce cycle, il est divisé en 3 temps. Une période de latence qui comprend les règles, et une période où il ne se passe rien de particulier. Une période fertile, et une période infertile après l'ovulation. Voilà, la fertilité des femmes s'exerce au cours de ces trois temps-là, et voilà, ça fait partie de ces dispositions naturelles, infertile, fertile, infertile. Et la fenêtre de fertilité, elle est là. Et là, on peut transmettre la vie. Et avec notre regard de foi aujourd'hui, mettre le bon Dieu dans le coup. Alors aujourd'hui, on est très attaché à expliquer, à voir plus clair sur le lien entre amour et fécondité. Voilà. Le lien indissoluble que Dieu a voulu et que l'homme ne peut rompre de son initiative entre les deux significations de l'acte conjugal, union et procréation. Les deux dimensions, union et procréation, ne peuvent être séparées artificiellement sans altérer la vérité intime de l'acte conjugal même. Voilà, donc c'est Humanevité, Jean-Paul II ne cesse de se faire écho l'un à l'autre. Alors la théologie du corps nous appelle à être à l'image de cette Trinité. Alors ce qui est important à savoir finalement dans le concret du vécu des couples, c'est que la théologie du corps, elle n'est pas là pour être un manuel d'éducation sexuelle. C'est pas non plus une idéologie. C'est un horizon qui nous est donné, un chemin qui nous est montré. Mais comme on va voir, voilà, on est humain, on est limité. La sexualité, c'est vraiment le lieu aussi où on expérimente la souffrance, nos limites, nos finitudes, la fatigue, la non-compréhension, notre égoïsme, et que c'est pas parce que nous sommes créés et appelés à vivre et à donner l'image de Dieu que ça marche à tous les coups, qu'on est parfait, que si on n'y arrive pas, on est des nuls. Voilà. Dieu est miséricorde aussi. Alors on fait comment? Est-ce que notre lourdeur humaine est compatible avec cette belle théologie du corps, avec l'amour de la Trinité, qui n'a aucun défaut, aucun égoïsme? Est-ce que c'est contradictoire ou pas, ça? En nous, on a envie d'aimer l'autre, on a envie d'avoir des enfants, il y a une immense puissance de vie en nous. Mais aussi, on est limité, c'est ce que je disais, donc on ne voudrait pas avoir des enfants à chaque fois. Et pourtant, on veut quand même s'exprimer notre amour. C'est légitime. Mais enfin, est-ce qu'on est bien fichu? Est-ce qu'on est bien créé? Est-ce qu'il n'y a pas un problème là-dedans? Avec cette fertilité permanente de l'homme, ce cycle de la femme qui n'est pas forcément toujours très clair. Voilà, on peut se poser la question, mais au fond, est-ce que Dieu s'est pas un peu planté en nous faisant comme ça? Alors, quel est mon regard sur ce que je suis, sur mon cycle, sur la fertilité de mon conjoint? Est-ce que tout ça, c'est une erreur de la nature? Est-ce qu'il faut se protéger de ça? Voilà, on peut prendre un peu de recul sur notre sexualité, notre fécondité dans le couple, et nous demander, voilà, sommes-nous bien créés? Ben oui. Moi, je pense que Dieu ne s'est pas trompé. D'ailleurs, Paul VI le dit. Dieu a sagement fixé des lois et des rythmes naturels de fécondité qui espacent déjà par eux-mêmes la succession des naissances. Encore faut-il les voir. Il ne peut y avoir de véritable contradiction entre les lois divines qui règlent la transmission de la vie et celles qui favorisent un authentique amour conjugal. Donc avec mon cycle, est-ce que je peux quand même aimer mon mari sans l'embêter?
Oui, mais ce n'est pas un chemin facile. D'ailleurs, la vie n'est pas facile. En choisissant les méthodes naturelles, un couple a envie d'accueillir sa fertilité comme un cadeau, une richesse, et pas un handicap. Alors je vous fais... je ménage le suspense. Y a-t-il un moyen, voilà, pour garder les unions-procréation unies, non dissociées? Alors ce matin, je vous ai parlé de la technique, qui est de séparer la fertilité avec la sexualité et d'adapter son comportement sexuel voilà, en faisant taire sa fertilité. Les méthodes naturelles, c'est un chemin de connaissance, chemin de connaissance de soi. On connaît sa fertilité pour pouvoir garder unis amour et vie. Alors, la contraception est très répandue, mais ça reste toujours une question récurrente qui fait marcher la presse, qui fait marcher tout le monde. Marre de la pilule, à la recherche de la bonne contraception. Ça fait 50 ans que la pilule existe. C'est pas si simple que ça. On dit que les méthodes naturelles c'est difficile. La pilule n'est pas toujours facile à avaler, le préservatif n'est pas toujours facile à mettre, le stérilet n'est pas toujours évident à supporter. Voilà, c'est pas si simple. Alors, plein de questions qui fâchent. Les méthodes naturelles, on ne connaît pas. D'abord parce que c'est pas efficace. En 2015, si, c'est efficace. Et puis finalement, les médecins qui se sont penchés sur les méthodes naturelles n'ont plus rien à prouver du côté de l'efficacité. Oui, ça marche. L'efficacité théorique, elle est de 98 ou 99%. L'efficacité pratique, elle dépend de la motivation et du sérieux des couples. Voilà. Mais il n'y a plus besoin de prouver l'efficacité et les critères objectifs pour permettre d'identifier la période fertile, ils sont justes, ce n'est pas des illuminations de l'esprit. C'est pour avoir des enfants. Eh bien oui, ça marche dans les deux sens. Ça marche pour espacer les naissances, ça marche pour favoriser les naissances. Et d'ailleurs, il y a des chercheurs, des médecins qui se sont penchés un petit peu plus sur ces méthodes naturelles et signes de fertilité pour restaurer la fertilité quand il y a des couples qui ont des problèmes pour avoir des enfants. Alors il y a la méthode médicale, enfin la méthode médicale, oui, toutes les méthodes sont médicales, mais de remplacer, comment dire, ou bien on peut essayer de restaurer la fertilité, ou bien on remplace la fertilité. Mais voilà, les méthodes naturelles sont aussi une porte d'entrée à la naprotechnologie, qui sont des techniques de restauration de la fertilité qui marchent bien. C'est pour des couples qui ont peu de relations sexuelles. Alors il y a une étude que j'ai pas là, qui disait que finalement les couples, c'est une étude américaine, qui vivent les méthodes naturelles, ils avaient à peu près autant d'unions que les couples sous contraception. Voilà. Donc ça aussi, voilà, c'est pas suffisant comme argument contre. Est-ce que c'est vraiment naturel? Oui, c'est écolo, c'est bio. On ne prend pas d'hormones. Donc dans ce sens, oui, c'est un côté, c'est naturel, c'est sûr. C'est aussi naturel dans le sens où ça respecte la nature de ce que l'on est. Pleinement homme et pleinement femme. Ça respecte le don total de l'un à l'autre. Oui, donc en ça, c'est naturel. Pourquoi sont-elles si peu répandues? On va voir, ça nécessite un apprentissage. C'est pas évident. Il faut s'écouter, il faut se parler. C'est un chemin. On ne va pas utiliser les méthodes naturelles à 20 ans comme à 40 ans ou à 50 ans. Voilà, donc c'est un chemin. C'est peu répandu parce que c'est pas dans les mains d'un lobby quelconque. C'est pas sous un contrôle médical. C'est de l'ordre d'une transmission de personne à personne. Voilà. Donc c'est pour ça, entre autres, que c'est peu répandu.
et c'est ringard à l'heure de la contraception performante. De nos jours, ça change un peu parce que oui, la contraception est performante, mais les méthodes naturelles, parce que c'est bio, c'est naturel, ça commence à intéresser du monde et les jeunes générations aussi. Donc les méthodes naturelles, elles sont basées sur la connaissance du cycle et des signes de fertilité. Il en existe plusieurs. Il y a la méthode, je vous dirai tout à l'heure, une méthode MAO, méthode d'auto-observation, qui utilise l'identification de la période fertile avec deux signes, la glaire cervicale, la température. Il y a la méthode Billings qui n'utilise que la glaire cervicale. Voilà. Et puis suivant les pays européens, les règles d'interprétation sont un petit peu différentes. Voilà, donc ça se trouve dans les manuels de méthode naturelle. Donc il y a un beau schéma, un beau graphique hormonal, il y a une belle illustration de la muqueuse de l'endomètre. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est une méthode scientifique. Rien à voir avec Ogino. Alors on va peut-être enterrer définitivement Ogino. Ogino, dans les années 30, c'était tout ce qu'on avait de naturel, et puis même tout ce qu'on avait tout court, pas mal aussi. Où les femmes disaient, voilà, alors mon cycle fait en moyenne 30 jours, donc je dois ovuler autour du 15e jour, il faut faire attention, si je ne veux pas avoir d'enfant, 5 jours avant, 5 jours après. Bon, alors ça marchait, oui, de temps en temps ça marchait, c'est sûr, pour les femmes qui avaient des cycles réguliers. Mais bon, quand les cycles devenaient plus longs ou plus courts, Ogino ne marchait plus du tout. Et des bébés Ogino, il y en a eu beaucoup. Voilà. Donc, les méthodes naturelles, ça n'est pas Ogino. On ne fait pas de statistiques. Les méthodes naturelles, une femme, elle s'observe, et le couple sait au jour le jour s'il est fertile ou pas. Donc, voilà une petite bibliographie, avec en jaune le taux de grossesse, c'est-à-dire l'efficacité théorique, des méthodes naturelles utilisées avec des études, un certain nombre de cycles dans différents pays. Et puis en vert, vous avez l'efficacité pratique. Donc les Allemands sont peut-être plus sérieux que les Américains. Voilà, et un petit rappel, entre les efficacités théoriques de préservatifs, pilules et stérilés et les efficacités pratiques. Donc vous voyez, on reste dans les mêmes efficacités finalement. Alors, ce sont des méthodes qui sont reconnues par l'OMS. Il y a une définition de l'OMS de 1978. Voilà, donc c'est quelque chose qui est connu, non diffusé mais connu. Alors, donc toute la difficulté des méthodes naturelles sera de cerner la période de fertilité. Quand est-ce que je deviens fertile et quand est-ce que je ne suis plus fertile ? De façon à pouvoir adapter mon comportement à mon désir ou non d'avoir un enfant. Alors, les méthodes naturelles ne sont pas un bricolage maison, parce que connaître son cycle, ça ne s'apprend pas en 2 temps, 3 mouvements avec un petit manuel toute seule. Sinon, on est sûr de se planter. Ce n'est pas un calcul probabiliste, ça n'est pas Ogino, ce n'est pas une méthode de retrait. Ce n'est pas une méthode pour faire des enfants et après on passe aux choses sérieuses, parce que quand on utilise des méthodes naturelles, on sait que ce n'est pas toujours très efficace, donc si on a un bébé surprise, c'est pas grave, on a envie d'avoir des enfants. Non, c'est pas ça non plus. Ça peut être une chose sérieuse aussi. Et c'est pas une méthode que pour les cathos coincés. C'est un art de vivre. Alors, on va faire un petit rappel sur le cycle. Donc ici, le déroulement du cycle. Là, j'ai toujours les 3 temps du cycle. La période infertile, la période de latence, la période fertile et à nouveau une période infertile. Là. Pendant cette période de début de cycle, il y a eu les règles. Ça, c'est l'utérus. En vert, c'est la muqueuse de l'utérus qui est, qui est à peu près... Rien ne se passe de particulier. Le col de l'utérus est bouché par un bon bouchon de glaire cervicale. Voilà. Et puis, si on fait des dosages hormonaux, on voit que 2 hormones qui sont fabriquées par l'hypophyse, les hormones FSH et LH,
Voilà, il n'y en a pas des masses, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, il ne se passe rien de particulier. Je rappelle que le chef d'orchestre de tout ça, c'est le cerveau. On est, la transmission de la vie, ça se passe de la tête aux pieds. Enfin, c'est pas simplement ici. Voilà. Et puis si on regarde les ovaires, et ben voilà, il ne se passe rien de particulier au niveau des ovaires. On a l'impression que tout ça, ça dort. C'est pour ça qu'on appelle ça une phase de latence. Et puis après, à un moment, on voit qu'il y a des choses qui vont se mettre à changer. D'abord, sur l'ovaire, il y a des follicules, donc des espèces de petits sacs qui vont commencer à grossir, une dizaine à peu près sur chaque ovaire. Et puis plus le temps va passer, plus il va y avoir un follicule dominant qui va prendre le pas sur les autres, hein, et qui va grossir largement plus que les autres. Et puis, on va se rendre compte que la muqueuse de l'utérus va s'épaissir de façon bien active, et que le col va s'ouvrir, et qu'il y a de la glaire cervicale qui va apparaître au niveau du col. Cette glaire va être de plus en plus abondante, et puis elle va passer d'un aspect un petit peu muqueux, épais, à plus les jours passent, elle va devenir très filante, riche en eau, etc. Un petit peu comme de la sève d'aloe vera. Voilà. Donc ça, c'est une période qui est fertile. Elle est fertile pourquoi ? Parce que la voie est ouverte aux spermatozoïdes. D'abord, quand ils rencontrent de la glaire cervicale, ils ne risquent plus d'être détruits par l'acidité vaginale. Le processus d'ovulation est en train de se préparer, puisque le follicule dominant abrite l'ovule qui va, au moment de l'ovulation, qui risque de rencontrer des spermatozoïdes. Voilà, donc ça, c'est vraiment une période fertile par la glaire cervicale. Et c'est une période qui, hormonalement, ce follicule-là fabrique beaucoup d'hormones œstrogènes. Ces hormones œstrogènes sont responsables de l'ouverture du col, de cette glaire cervicale, de cet épaississement de l'endomètre. Voilà, tout est en chemin pour préparer l'ovulation, pour préparer la rencontre d'un spermatozoïde et de l'ovule. Au niveau de la durée, donc, la durée de cette période de latence, elle est variable. Ça dépend des femmes, ça dépend de l'âge, et ça dépend des cycles. Cette période fertile, elle est au moins de 6 jours, elle est de 6 à 10 jours. Voilà. Il faut 6 jours d'imprégnation d'œstrogène pour avoir une belle ovulation et que tout soit prêt pour accueillir un embryon. Et il arrive un moment où l'ovulation a lieu, donc l'ovule fait le saut dans la trompe, et là, il peut rencontrer les spermatozoïdes. Donc à ce moment-là, cette ovulation, elle a été déclenchée par un pic d'œstrogène. D'un coup, le follicule a envoyé une grande quantité d'œstrogène, donc par conséquence, la glaire cervicale est très abondante. Et puis, l'ovule va attendre, ici, 24 heures. Donc les spermatozoïdes, s'il y a eu une union à ce moment-là, eux, ils peuvent vivre 3 à 5 jours dans la glaire cervicale. L'ovule, lui, peut attendre 24 heures, il vit 24 heures, les spermatozoïdes. Donc ça fait cerner une période fertile qui fait à peu près 6 à 10 jours. Dans ce cas de figure-là, il y a une fécondation. Au bout d'une semaine, il y a un embryon qui arrive, qui s'implante. Et le corps jaune dont je vous parlais ce matin se met à fabriquer une autre hormone qui s'appelle la progestérone. Et cette progestérone, elle entraîne une fermeture du col, un épaississement de la glaire cervicale qui agit comme un bouchon, et un épaississement de l'endomètre qui se transforme en dentelle utérine pour accueillir l'embryon et permettre la grossesse. La progestérone, c'est vraiment l'hormone de la grossesse. Voilà, et ceci pendant 9 mois. S'il n'y a pas de fécondation, le corps jaune, lui, il est fait pour fonctionner 12 à 16 jours. Donc il va fabriquer de la progestérone pendant 12 à 16 jours. Donc cette progestérone, elle ferme le col, elle épaissit la glaire. Il y a un épaississement de la muqueuse de l'utérine. Voilà. Et la température de base de la femme, elle augmente de 3 à 5 dixièmes de degré. Et puis au bout de 12 à 16 jours, il n'y a pas d'embryon, donc il n'y a pas de message hormonal envoyé par l'embryon pour dire qu'une grossesse a commencé. Donc le corps jaune ne reçoit pas ce message-là, il s'arrête de fonctionner et ce sont les règles, c'est-à-dire que la muqueuse de l'utérus se détache. Voilà, ça ce sont les trois temps du cycle. Donc on a une période de latence qui est variable, une période fertile qui fait 6 à 10 jours et une période infertile qui fait 12 à 16 jours. Et ça,
c'est une durée qui est fixe. Alors là, vous avez quelques images. Hein, pendant la période de latence, ici, vous avez un spermatozoïde dans le bouchon muqueux qui ferme le col. Donc le spermatozoïde, il est englué, il ne peut pas avancer, rien ne va. Ça ne va pas du tout pour lui. Là, vous avez un spermatozoïde qui est dans une glaire cervicale imprégnée d'œstrogène, donc une glaire qui est très fertile. Hein, cette glaire, elle est pleine d'eau. Ça fait un petit peu comme un réseau autoroutier pour les spermatozoïdes. Et cette glaire, elle est très importante, déjà pour protéger les spermatozoïdes de l'acidité vaginale. Elle permet une maturation des spermatozoïdes. Si les spermatozoïdes ne passent pas à travers cette glaire, ils ne seront pas capables de féconder l'ovule. Et cette glaire, elle opère un tri, c'est-à-dire que les spermatozoïdes mal fichus, qui ont deux têtes, un flagelle trop court ou trop gros, trop petit, ils ne peuvent pas la passer. Et à nouveau, ça c'est le bouchon muqueux, voilà, avec un spermatozoïde empêtré dedans. Donc le challenge, c'est de cerner cette période fertile. Alors les méthodes naturelles, elles utilisent la glaire cervicale. C'est-à-dire qu'une femme qui s'observe, elle va essayer de savoir ce qu'elle ressent, est-ce qu'elle se sent sèche ou mouillée, et elle va essayer d'observer cette glaire plusieurs fois dans la journée. Alors est-ce que ça va être une glaire qui va ressembler à du yaourt? Est-ce que ça va être une glaire qui va être très filante, hein, qui va ressembler à de la sève d'aloe vera ou à du blanc d'œuf? La température, puisque je vous ai dit qu'après l'ovulation, sous l'effet de la progestérone, la température augmente un peu de 3 à 5 dixièmes de degré, et sur un graphique adapté, ça peut très bien se lire. Et il y a un signe d'appoint du col de l'utérus. Voilà, je ne vais pas vous en parler. Voilà. Donc en vivant les méthodes naturelles, il faut parler de tout ça. En tout lieu, à tout moment. Ça, c'est un graphique de la méthode Billings. Avec la période des bébés, c'est la période fertile. Ça, c'est un graphique de la méthode symptothermique. Si vous voulez d'autres explications, je pourrais approfondir, mais là, je vais quand même passer un petit peu rapidement. Voilà. Où on voit une période de température basse et haute. Donc ça veut dire que ici il y a de la progestérone, donc l'ovulation a eu lieu. Là, la femme, elle a noté sa glaire, la glaire cervicale. Donc là, il y a les règles. Là, il n'y a pas de glaire. Là, il y a de la glaire. Donc là, il y a une belle période fertile. Puis après, il n'y a plus de glaire du tout, mais la température monte. Donc ça veut dire que l'ovulation a eu lieu. Et ceci, infertilité jusqu'aux règles suivantes. Voilà, donc ça c'est interprété. Alors dans les méthodes naturelles, on parle de continence, on ne parle pas d'abstinence. Continence, c'est on attend pour pouvoir se retrouver si on ne souhaite pas avoir d'enfant. Alors, on peut vivre la continence comme ça, mais c'est pas très chouette. On peut vivre la continence comme ça, mais c'est un apprentissage. Ou comme ça. Comme ça. Alors, le chemin de la continence, oui, c'est pas facile. Ça s'apprend. Et puis, on peut aussi se poser la question que dans nos vies, à l'échelle d'une vie, des moments de continence, d'attente, quand un conjoint est fatigué après une maternité ou quand on est éloigné par le voyage, on les vit, contraint ou forcé, on les vit. Donc c'est pas en soi quelque chose d'impossible ou qui n'arrive jamais à quiconque. Voilà. Et puis cette continence entraîne aussi une frustration, mais la frustration pour la frustration, ça n'est pas intéressant. Mais la frustration pour faire monter le désir et l'attente qui stimule les désirs et la joie des retrouvailles, là ça commence à devenir plus intéressant.
hein. Et je pense que la frustration, alors raisonnable, hein, pour tenir dans la durée, c'est un chemin, c'est une voie. C'est une voie. Il y a, comment elle s'appelle, Thérèse Argot, je ne sais pas si vous connaissez, qui dit comment faire pour maintenir le désir tout au long de sa vie. Sans frustration, c'est impossible. Donc ce chemin de continence aide à mûrir aussi, à mûrir le respect profond de la personne, hein, tel qu'il est, tel qu'il a été désiré par Dieu aussi. Et puis pour imaginer d'autres langages d'amour. Vous avez peut-être tous bouquiné le livre Les langages de l'amour, hein, ben voilà, ça peut être une source d'inspiration. Mais il n'y a pas simplement l'acte conjugal pour dire à l'autre qu'on l'aime. Les petites photos précédemment le prouvaient. Et ce sont des occasions pour se dire autrement qu'on s'aime. Et je pense qu'il y a une infinité de façons de dire qu'on s'aime. Et c'est pas la même chose à 25 ans ou à 40 ans. Mais c'est une chance de pouvoir expérimenter ça et de chercher, d'en parler, de dire ce que l'on attend de l'autre. Voilà, ça c'est et cette continence, c'est vraiment l'occasion. Donc, où est-ce qu'on a la possibilité de le vivre, hein, comme une frustration, comme le bonhomme qui avait la ceinture là, ou on le vit comme un moyen de parler, un moyen de faire des trucs ensemble qu'on n'avait pas l'habitude de faire, pour pouvoir ne pas mettre l'autre en difficulté, le respecter infiniment et préparer nos retrouvailles. Donc c'est un acte positif de respect profond du sens intégral de l'acte sexuel dans sa double signification. Voilà, de notre place de créature. Alors Jean-Paul II, il dit « On pense souvent que la continence provoque des tensions intérieures dont l'homme doit se libérer. Mais la continence, intégralement comprise, se révèle plutôt l'unique moyen de libérer l'homme de ces tensions. » C'est un beau sujet de discussion, ça. Elle ne signifie rien d'autre que l'effort spirituel qui vise à exprimer le langage du corps, non seulement dans la vérité, mais aussi dans l'authentique richesse des manifestations d'affection. Ça nous est arrivé, nous, en tant que moniteurs, de rencontrer des couples où l'un avait un immense besoin de tendresse, mais de tendresse gratuite. Voilà. Et de se sentir aimé pour ce qu'il est, mais sans qu'il y ait forcément après, parce que ça ne va pas en ce moment, ou une union. Mais pour quand même se sentir aimé profondément. Voilà. Alors cet effort est-il possible ? Je pense que oui. Alors, les méthodes naturelles demandent un apprentissage. C'est indispensable. Il ne faut pas bricoler, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut rencontrer une monitrice ou un couple moniteur. Ça prend à peu près 4 cycles pour être autonome. Autonome, c'est-à-dire se passer des moniteurs, hein, se débrouiller tout seul. Et avoir un vécu satisfaisant et vivre la continence comme un chemin de bonheur, même si ça n'arrive pas tout de suite. C'est important aussi d'aller rencontrer une monitrice ou un couple moniteur en couple, parce qu'il y a toujours le risque de vivre les méthodes naturelles aussi comme étant l'affaire de l'un ou de l'autre, simplement, une affaire de bonne femme. Non. Au cours des entretiens, on veut au moins voir une fois le conjoint, l'homme. D'abord pour lui expliquer la richesse de sa fertilité, et qu'il ait sa parole, qu'il ait sa place. Le fait d'être accompagné par des moniteurs, ça oblige à être rigoureux, de ne pas faire de bricolage, de ne pas inventer des règles. Et ça c'est un gage pour que l'efficacité théorique
rejoignent l'efficacité pratique. Et quand on fait des entretiens aussi, on ne va pas simplement parler de la technique, comment on fait pour interpréter une courbe, il y a quoi comme différence de glaire, etc. Mais on aide les couples à reformuler et à redire leur motivation. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Est-ce que vous cherchez tous les deux la même chose? Est-ce qu'il y a un décalage entre vous deux? Voilà. Et c'est vraiment à la fois par la technique, une fois qu'on est sûr de la technique, qu'on a compris, qu'on a intégré que c'était pas un truc olé olé, déjà de ce côté-là, on est tranquillisé. Hein, et ensuite, quand on peut exprimer ce qu'on a sur le cœur par rapport à la continence, par rapport aux craintes, par rapport aux difficultés, par rapport aux attentes, c'est voilà, c'est vraiment le lieu des entretiens pour les méthodes naturelles. Donc là, vous avez. Voilà. Alors, les méthodes naturelles, on peut les commencer n'importe quand. L'idéal, c'est de les commencer pendant les fiançailles. Enfin, au moins avant d'avoir vécu ensemble, parce que on est plus serein. Les méthodes naturelles, elles peuvent très bien se vivre avec des cycles réguliers ou irréguliers, ça n'a aucune importance, puisque je vous redis que c'est identifier la fertilité chaque jour. On n'est pas en train de se dire, je vais probablement ovuler le 15e jour du cycle. Non, c'est aujourd'hui, je suis fertile ou pas. Qu'est-ce que j'ai comme signe de fertilité? Une femme qui se rend compte qu'elle a une période de latence qui est très longue, et puis qu'autour du 25e jour du cycle, elle commence à avoir de la glaire, qu'elle a un jour avec beaucoup de glaire autour du 35e jour du cycle, elle ne va pas paniquer si elle n'a pas ses règles juste là. Elle sait qu'elle a eu une ovulation tardive, elle sait qu'elle va avoir ses règles autour du 45e jour du cycle, et elle ne va pas paniquer, elle se connaît. Et pareil si elle a des cycles qui font 20 jours. Donc l'intérêt, c'est de savoir au jour le jour où j'en suis. Cycle régulier ou pas, ça n'a vraiment aucune importance. On peut démarrer après une naissance. Quand il y a de l'allaitement, c'est encore plus simple. Voilà. Après un arrêt de pilule, c'est parfois un petit peu compliqué que le corps élimine les hormones et que la glaire cervicale puisse à nouveau être fabriquée de façon assez suffisamment clairement pour que la femme puisse l'observer. Alors il y a plein de difficultés, hein. On en a parlé. Les rythmes de vie. Oui, on a des vies un peu de dingue. Hein. Des fois, les conjoints sont séparés la semaine, se retrouvent le week-end. On peut se trouver un peu aussi seul et isolé dans le vécu de ça, parce que c'est pas dit ou c'est pas encouragé par la société. On se sent un peu décalé. Dans un couple aussi, il peut y avoir un décalage d'attente, un décalage de motivation. Ça, c'est douloureux. Il y a aussi une question qui revient souvent. Oui, mais pendant la période fertile, quand on ne peut pas, parce qu'on ne veut pas avoir d'enfant, c'est le moment où la femme a le plus de désir. Peut-être qu'effectivement, pendant la période fertile, la femme a le plus de désir, mais a-t-elle le plus de plaisir pendant cette période-là? Et est-ce que le plaisir dépend uniquement du jeu hormonal, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent entrer en compte? C'est anti-spontanéité. Ce que je disais pendant la période de continence, n'y a-t-il pas d'autres façons spontanées d'exprimer son amour? Et puis les retrouvailles, ça se prépare, et c'est d'autant plus délicieux. Et puis nous sommes fragiles, c'est ce que je disais aussi. La sexualité est un lieu de souffrance, un lieu où on expérimente ses limites, un lieu qui est où on donne tout ce que l'on est, mais on est incarné, c'est-à-dire que voilà, on est aussi très très limité. Et l'accepter, c'est pas forcément évident. Accepter d'être fatigué, pas performant, d'être en colère, voilà, tout ça, ça se vit dans un couple, ça se travaille. Et
Ça fait partie de nos fragilités qui peuvent empoisonner, entre guillemets, l'union conjugale. Mais c'est la réalité de nos vies. C'est une réalité qu'il faut accepter parce qu'on n'est pas ou tout puissant et qu'on ne peut pas être tout le temps performant. Et qu'on n'est pas toujours aussi sur le même rythme. Donc ça, on l'a dit maintes fois. Et on rejoint ce parfois Florent terminé, oui, l'être humain est appelé à l'amour et au don de soi dans son unité corporelle et spirituelle. Donc c'est de l'ordre du don. Donc finalement, les méthodes naturelles, ce sont des méthodes de connaissance et d'accueil de sa fertilité. On rencontre beaucoup de femmes qui sont absolument stupéfaites de leur cycle. De ce cycle qui est... et du sens de ce cycle. À chaque cycle, le corps il fait le pari d'accueillir la vie. Alors, c'est nous qui commandons. Hein, mais lui, le corps, il fait ce pari à chaque fois. Et les femmes sont souvent très touchées de voir cette force de vie qu'elles ont en elles. Et que ça fait vraiment partie de leur vie, de ce qu'elles sont, de leur identité féminine profonde. Et que c'est une réelle joie de pouvoir le vivre et pas le mettre sous le boisseau, de ne pas le mettre en silence, de ne pas le faire taire, et qu'elles ne sont pas une erreur de la nature. Les moments d'attente dans le couple sont analogues au silence dans le dialogue. Les silences dans le dialogue vont approfondir le sens des mots et enrichir la conversation. On l'a tous expérimenté, ça. Les moments d'attente sont nécessaires pour approfondir la rencontre sexuelle et enrichir la communication dans le couple. Mais il faut de l'audace aussi, hein, d'aller titiller les silences de son conjoint aussi. Et je pense aussi que la sexualité a un lieu où on expérimente souffrance et limites, et on expérimente, on est vraiment incarné, quoi. On est dans la patte humaine réelle, on n'est pas dans le virtuel ou dans le technique. On a entre nos bras quelqu'un d'autre, et voilà, en vivant les méthodes naturelles, on s'accueille vraiment complètement l'un l'autre, comme ça, vraiment en vérité et totalement, sans penser que l'autre est un danger pour moi, ou que sa fertilité est dangereuse pour moi. Et c'est à la fois l'expression de notre pauvreté, finalement, mais dans cette pauvreté, hein, dans l'échange de nos pauvretés, de nos difficultés, on peut transmettre la vie. Donc on est à la fois très les pieds sur terre, hein, dans la patte humaine, et on est happé par ce Dieu qui nous veut à son image et donneur de vie. Mais de pouvoir tenir et vivre les deux, et de pouvoir sentir vraiment les deux, hein, notre finitude et nos limites, et l'infini qui est en nous, je trouve que c'est quelque chose de... C'est très très humain, et ça, c'est vraiment un chemin de croissance. Et on ne le vit pas de la même façon quand on a 20 ans ou quand on a 45 ans. Oui, voilà. Je ne sais pas s'ils sont tous de la même famille, je crois qu'ils sont 19. Mais vu la maison, c'est en Amérique. Alors un petit clin d'œil aussi. On dit souvent que les couples qui utilisent les méthodes naturelles ont plus d'enfants que les autres. Alors on se dit, c'est que ça ne marche pas. Ou est-ce que c'est ça l'ouverture à la vie? C'est le petit qu'on ne désire pas puis qui s'invite, mais c'est pas grave, ça fait partie du pourcentage d'erreurs qu'on tolère quand on utilise les méthodes naturelles. Alors il y a peut-être de ça, hein,
Voilà. Mais je pense que les couples qui utilisent les méthodes naturelles ont une certaine confiance en la vie, parce qu'il faut une sacrée audace, une sacrée confiance dans son conjoint, pour croire, pour qu'on interprète ensemble, pour croire que glaire, pas glaire, température, pas température, pour croire aussi que si on veut pas d'enfant, l'homme peut attendre, qu'il en est capable, qu'il est capable de délicatesse. Voilà, donc il y a une confiance dans la vie qu'on expérimente jour après jour, et cette confiance dans la vie, elle peut aussi déborder sur ce désir d'avoir des enfants, de transmettre la vie, parce qu'il faut être aussi fou, avoir confiance dans la vie pour avoir des enfants, pour en avoir beaucoup, finalement comme pour en avoir un. Mais voilà, je pense que ça fait partie de cette espèce de tas d'esprit de confiance en la vie. Alors ça, c'est le dernier volet qui rejoint la théologie du corps, que Dieu désire notre bonheur, qu'on peut partir avec cet a priori-là, qu'on a envie de coopérer avec lui, parce que c'est à ça qu'il nous appelle, et que le couple est un lieu privilégié pour le faire, que ce que dit l'Église, ça peut être intéressant. En Jésus, dans l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, quand Jésus dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» ou quand il relève la femme adultère, il lui dit « Allez, va, pêche plus. » Bon voilà. Que aussi, avant tout, nous devons être... l'Église nous respecte dans notre liberté et dans notre temps de maturation. Et que ce qu'on n'arrive pas à faire maintenant, on pourra peut-être y arriver plus tard. En tout cas, chercher, éclairer notre conscience, essayer de comprendre le pourquoi, le comment. En tout cas, cheminer, ça c'est bon pour nous. Et puis finalement, qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, le désir, la contemplation peut-être de ce à quoi on est appelé, déjà ça c'est fondamental. Et puis, comme disait Florent aussi, on peut tomber, on tombe tous, on n'y arrive pas, il y a des moments où ça ne va pas du tout, mais que c'est une façon d'expérimenter notre humanité. Et dans notre foi, il y a le pardon, la miséricorde, et le Christ qui à chaque fois nous relève, et sera toujours content de nous voir nous relever, repartir, on tombera, mais nous relever, de repartir. Et je pense qu'on progresse plus en avançant, en tombant, que en avançant, en tombant, et en se disant non, c'est pas mon chemin, alors je change de chemin. C'est pas pour moi, c'est trop compliqué, c'est trop idéaliste. Alors, quelques petits témoignages pour finir. Alors, un homme, j'ai découvert le cycle de ma femme. Je croyais le connaître, mais c'était de façon superficielle. Cette méthode m'a obligée à jeter un regard complètement transformé sur la différence entre mon épouse et moi-même. Alors, parce que des hormones, elles nous imprègnent. Alors, on n'est pas... Les hormones ne commandent pas, mais les hormones nous imprègnent. Et de connaître ce langage et puis cette façon dont elles agissent sur nos sentiments ou notre forme physique, ça peut être très éclairant pour certains. Quand il est amoureux en période fertile, je me dis, c'est vraiment moi qui l'aime. Il n'a rien à espérer ni à attendre, car il sait qu'il ne peut pas avoir de relations sexuelles en ce moment, alors c'est vraiment gratuit. C'est bien moi qui l'aime. J'ai réalisé que c'était moi que je recherchais lorsque je faisais l'amour à ma femme. Je n'étais pas à l'écoute réelle de son corps, de sa personne. J'ai progressivement appris à libérer la tendresse amoureuse que je contenais en moi. Quand on ne peut pas exprimer son amour d'une certaine façon, on essaie de trouver notre manière. Et du coup, peut-être qu'on se découvre des talents pour autre chose aussi. La tendresse, la randonnée, l'escalade, j'en sais rien. Contrairement à ce que je pensais, j'ai moi aussi ma place. Je m'occupe du thermomètre, je note la température, les observations, je calcule le niveau bas.
Isabelle a pris auparavant la pilule pendant 9 mois depuis notre mariage. Seule Isabelle pensait à la prendre et je ne m'en souciais pas. Je prends maintenant conscience du corps de ma femme, de son rythme biologique. Voilà. Ma confiance en mon époux s'est largement accrue, notre tendresse mutuelle aussi.